Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au recueil poétique Mes forêts d'Hélène Dorion et toujours en compagnie d'Anthony Sauron. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Alors aujourd'hui, tu nous proposes dans cet épisode d'évoquer l'éloge et le blâme. Alors ça peut peut-être intriguer nos auditeurs parce qu'on pense plutôt, quand on pense à éloge et blâme, à argumentation. Il y a de l'argumentation donc chez Hélène Dorion, dis-nous tout. Alors effectivement, ça va intriguer nos auditeurs et c'est logique parce que comme nous l'avons dit dans des épisodes précédents, je le rappelle, Hélène Dorion a été philosophe, elle sait argumenter, elle a su faire sans doute des dissertations, on ne peut pas en douter, mais effectivement dans son recueil, son objet n'est pas d'écrire une argumentation, de démontrer quelque chose, on n'est pas du tout là-dedans. Cela dit, les termes que nous soulevons, éloge et blâme, sur lesquels on reviendra peut-être plus précisément dans un instant, sont des termes qui peuvent permettre de structurer ce qu'on pourrait qualifier comme la tension de l'œuvre, c'est-à-dire à la fois l'admiration et la familiarité pour les forêts, là aussi on pourra le montrer plus précisément dans quelques instants, et d'un autre côté, un blâme, c'est-à-dire un reproche contre l'activité des hommes qui procèdent, disons, à des destructions, etc., etc. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que ces termes qui, effectivement, participent du langage rhétorique, la rhétorique de l'argumentation, et ce, depuis les Grecs, ces termes sont assez structurants et assez utiles quand on cherche à relire l'œuvre et à, disons, un peu la classer, c'est-à-dire classer ses moments, ses parties, qu'est-ce qui va relever plutôt de l'admiration, de l'éloge, qu'est-ce qui va plutôt relever du reproche, etc., etc. Oui. Donc là, tu nous proposes de débuter, je suppose, par la présence de l'éloge dans le recueil ? Exactement. On commence par ça. Alors, c'est parti. On commence par ça, effectivement, parce que cet éloge implicite, parce que, précisons, ni le mot éloge, ni le mot blâme ne sont prononcés dans le recueil. C'est très important. Là, on utilise des termes qui nous aident à analyser l'œuvre, ce qui est vraiment essentiel. Donc, des mots qui ne sont pas dans l'œuvre. Cela dit, pourquoi commencer par l'éloge ? Peut-être parce qu'on va ouvrir notre livre en démarrant par le titre, « Mes forêts ». On en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Ce « mais » possessif renvoie très certainement à une idée de familiarité, donc renvoie à quelque chose de mélioratif. Et l'éloge, c'est dresser le portrait de quelqu'un ou éventuellement vanter les mérites de telle ou telle chose en utilisant des termes mélioratifs. Donc déjà, on voit que le titre, qui correspond à l'horizon d'attente, est plutôt annonciateur de quelque chose de positif. Or, toujours pareil, la démarche que nous adoptons est la même, c'est une démarche de feuilletage. Un livre, ça se feuillette, alors un livre de poésie, ça se feuillette pas forcément du début jusqu'à la fin. On peut glaner dans un livre, mais il n'empêche que si on regarde dès le début du texte, on va se rendre compte qu'on est bien dans l'éloge. Mes forêts sont de longues traînées de temps. Elles sont des aiguilles qui percent la terre. C'est un discours qui se révèle en faveur de ces forêts, un discours qui a pour visée, j'insiste sur le terme qui va suivre, qui a pour visée de célébrer les forêts. Oui. Donc, Alors, ce que l'on peut dire... Entends justement, je me permets de t'arrêter, qu'est-ce qu'on peut entendre véritablement par célébration, surtout quand on est dans le domaine poétique ? Alors, l'idée de célébration, c'est l'idée d'une mise, je dirais presque sur un piédestal. C'est-à-dire, on est dans la logique d'une valorisation. Oui. Et cette valorisation va passer par des techniques, ça c'est très important pour nos auditeurs, qui peuvent être par exemple l'anaphore, c'est-à-dire la reprise d'un mot, en l'occurrence « mes forêts », qui constitue le sujet sur lequel on veut insister et dont on veut vanter les mérites. Ça, c'est un premier élément. Mais on pourra avoir des métaphores, des comparaisons à valeur améliorative, etc., etc. D'accord. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais insister. C'est-à-dire que finalement, l'impression de départ, c'est qu'effectivement, on est plutôt dans l'éloge avec cette volonté de faire des forêts l'élément naturel essentiel à la vie de la poétesse
Encore une fois, je pars du premier poème Oui. et de la 3e strophe. Mes forêts sont mes espoirs debout. Donc la métaphore est très forte ici. C'est-à-dire que la poétesse est dans un état de dépendance par rapport à ces forêts qui lui sont essentielles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On va donc, a priori, et j'insiste sur a priori, on va donc a priori dans ce recueil mettre sur un piédestal, célébrer des forêts qui apparaissent comme, je dirais, le cœur de notre monde et peut-être même, on le verra, le cœur de l'humanité. À part le premier recueil, ou le poème, pardon, pas premier recueil, excuse-moi, je mélange les termes. À part le premier poème, le poème inaugural, Mes forêts, qui met en valeur cette dimension d'éloge, est-ce que tu aurais un autre poème dans le recueil dans lequel on trouve de façon significative cette dimension élogieuse pour que les élèves puissent Oui. commencer à se constituer une petite batterie de références précises? On l'évoquera dans le dernier épisode d'ailleurs de cette série. Alors moi, je vais leur donner un petit truc à nos auditeurs. Oui, Je pense vas-y. qu'ils pourraient techniquement, et ça va leur faire plaisir parce que Oui. ça permet quand même d'être dans la classification. Et ce que tu me réclames à juste titre, c'est une forme de classification. Exactement. Moi, j'aurais envie de leur dire, essayez de vous poser la question autour de 2 verbes. Qu'est-ce que font les forêts pour la poétesse et qu'est-ce que sont les forêts? Donc font, faire et sont, être. S'ils font ça, ils vont se rendre compte que très souvent, notamment dans la première partie, puisque tu me demandes évidemment d'avancer dans le recueil, c'est logique. Tu vois, quand je suis dans la toute première partie, dont je rappelle le titre, parce que je me perds moi aussi, l'écorce incertaine, voilà. Tu vas t'apercevoir que dans la dernière strophe de tous les petits poèmes que nous avons associés à des haïkus dans un épisode précédent, eh bien, nous avons les forêts qui interviennent en tant que sujet de la phrase. Donc, les forêts font, par exemple, elles creusent. Voilà, c'est une action. Et on pourrait avancer par la suite en constatant que dans cette première partie, on a très très souvent cette répétition. La forêt se souvient. Donc, on a l'impression que petit à petit, il y a comme un recueillement de la poétesse. Et recueillement, ça va avec le sens de célébration, ça va avec le sens d'éloge. À chaque fois, il y a cette espèce de mélange entre une grande admiration pour la forêt, les forêts, les arbres, l'arbre, et une sorte de familiarité. Donc, c'est ces 2 éléments qui sont intéressants. On pourrait évoquer le poème qui est page 39-38. On a effectivement ce côté, comme tu évoquais tout à l'heure, la reprise anaphorique. Mes forêts sont un chant silencieux, mes forêts sont du temps, elles sont la solitude, elles sont des ossements, etc. etc. Donc là, ça pourrait effectivement conforter et illustrer ce que tu viens de dire quant à l'aspect élogieux. Et j'ajoute quand même un élément, parce que tu m'y fais venir en prenant le poème que tu viens de citer. Quand on parle d'éloge, et ça revient à la question initiale, et qu'on voit la rhétorique, il y a quand même quelque chose qui serait peut-être, si ce n'est artificiel, au moins très écrit, très composé, avec une admiration qui, rhétoriquement, est très marquée. Oui. Donc ça veut dire, pourquoi pas, le recours à des termes compliqués, une valorisation d'un personnage ou d'une action liée à des termes qui sont des termes peut-être plus complexes, avec un vocabulaire très enrichi. Je veux simplement dire que ici, l'éloge, elle est marquée par, au moins dans la première partie du recueil, de la simplicité. Oui. Ainsi, quand la poétesse dit « Mes forêts sont lièvres et renards, jungle d'insectes qui scintillent », on voit bien que l'éloge ne passe pas par quelque chose d'extraordinaire, mais plutôt par la simplicité de l'observation. Oui. Ça me semble intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas imaginer l'éloge simplement comme un discours, j'emploie un synonyme, dithyrambique. C'est-à-dire on va maximaliser les compliments que l'on fait à l'égard d'une forêt. Oui. C'est beaucoup plus subtil et simple en quelque sorte que cela. Oui, chez Hélène Dorion, mettre sur un piédestal la nature, ça ne veut pas dire utiliser un langage, comme tu disais tout à l'heure, artificiel, exagéré. On peut être aussi dans la simplicité.
Exactement, Mmh. cette simplicité et c'est un maître mot parce qu'effectivement là on le voit, elle s'attache, Mmh. on l'a dit aussi, hein, elle a été très sensible aux observations qu'elle a pu faire avec son père quand elle était très jeune Mmh. et je pense qu'effectivement quand elle fait l'éloge des forêts, il y a une et on le voit dans le recueil puisqu'elle revient à des éléments autobiographiques, il y a une sorte de familiarité qui s'engage. Donc c'est pas, j'admire quelque chose qui me serait, étrangère. Mmh. J'admire quelque chose qui en réalité a toujours été là avec moi. Mmh. C'est une grosse différence. Mmh. Mmh. J'insiste sur ce point, mais on peut faire l'éloge de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, bien sûr. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ça va être un discours d'admiration que j'appellerais un discours d'admiration distancié. Oui. Là, c'est pas le cas. Mmh. On va exprimer une forme de célébration, on l'a dit, mais surtout une forme de gratitude. Mmh. C'est comme un remerciement. Oui. C'est pas simplement une célébration. Mmh. Et alors, est-ce que l'éloge induit le blâme? Si on fait l'éloge de quelque chose ou de quelqu'un, est-ce que c'est pour, aboutir au versant qui est le blâme? Alors, c'est encore une fois une question technique hyper intéressante parce que quand tu dis on fait l'éloge pour aboutir au blâme, c'est possible, ça pourrait être une technique. Je vais faire l'éloge de quelqu'un Oui. pour blâmer une autre personne, ça c'est tout à Mmh. fait possible. Donc là, en l'occurrence, si on suit notre raisonnement, ça serait je vais faire l'éloge de la forêt pour Pour? parvenir à Voilà. blâmer le comportement nuisible des hommes. C'est possible. Euh, il faut aussi bien dire que le procédé, sur le plan rhétorique, marche par contraste. Hein, l'objectif, Mmh c'est mh. de jouer Mmh. sur des contrastes. Plus tu vas vanter les mérites de quelqu'un, plus tu pourras créer une opposition avec quelqu'un d'autre qui sera dévalorisé. Et la dévalorisation sera d'autant plus forte que tu auras parlé en très bien de la première personne. Oui, bien Voilà. sûr. Donc ça marche ici. C'est-à-dire que quand on traverse les forêts, hein, Oui. pour employer une métaphore, Mmh quand on se mh. promène, on va bien se rendre compte que le blâme, j'ai envie de dire qu'il est toujours tapis dans l'ombre Oui, exactement, ouais, c'est ça, ouais. et qu'il va ressortir à un moment donné. Ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très frappant parce que moi je ne te cache pas que j'ai lu le recueil avec beaucoup de naïveté. J'aime bien avoir une première lecture naïve. Et effectivement, cette première lecture naïve, notamment pour la première partie dont on a Mmh. parlé, l'écorce incertaine, bon, elle me disait pas, ça y est, tout de suite, on va rentrer dans le blâme, le Mmh. reproche, le comportement irrespectueux de la nature des hommes, etc. Mais il y a quand même des petits signaux dès le premier petit Oui, poème, c'est ce que j'allais dire, dès le premier le poème Les Forêts, deuxième, oui. ouais. Oui, oui, oui. Ah oui, dès le début, on va trouver quand même des petits éléments qui vont nous inquiéter, enfin pas nous inquiéter, mais Nous alerter ou dire qu'il y a peut-être une nous autre lecture alerter, à voilà, faire. c'est C'est comme ça. le 2e vers du Et premier poème, elles sont des aiguilles qui percent la terre. On peut on peut exactement. avoir, une connotation, double au terme aiguille, puis le verbe Absolument. percer, on se dit: «Tiens, Voilà, c'est exactement ça. déchire le ciel». De Oui et alors oui, ces métaphores de tout ce qui tourne autour de la déchirure, de la Mmh mh. cassure, de la rupture, il faut pas hésiter effectivement, moi je le redis Mmh. à nos auditeurs, il faut pas hésiter à évoquer ce que le poème évoque pour nous. Mmh. Par exemple, quand dans Les Brèches, elle dit: Mmh. «L'aube s'infiltre, touche l'écorce blessée», Oui, bon, ce terme, l'écorce, c'est quelque chose de plutôt positif, mais l'écorce blessé. blessée, on Ouais. sent bien qu'il y a quelque chose qui commence à Mmh poindre mh. et vraiment pour répondre précisément à ta Mmh mh. question, à mon sens, hein, je dis à mon sens parce Oui, que il faut toujours modaliser on est tout à ces oui, commentaires, ouais, hein. ouais. On n'est pas sûr qu'on détient la vérité sur le Mmh. poème, hein. Ça, c'est très Mmh. important de le dire à nos auditeurs. Mais ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, plus on va avancer dans le Mmh. recueil, plus on a quelque chose comme une suspicion, Mmh. hein, on se dit, «Oui, mais c'est quand même tout ça, c'est pas si positif que ça, il y a beaucoup d'inquiétudes». Mmh. Et puis, cet autre élément fondamental, à partir de disons la section 2, une chute des Mmh galets, mh. on va avoir quelque chose d'intéressant, c'est que comme de façon inopinée comme ça, Mmh. Mmh alors qu'on mh. était dans les forêts, on était à l'intérieur de la forêt, on va avoir quelque chose, une strophe que je trouve intéressante. Au coin des villes, sirènes, klaxons, alarmes du Mmh. siècle, amas de choses jetables et tintamarre de nos pas. Oui, le Paf! Tout fameux, d'un coup, ça bruit part. du monde. Les bruits du monde. Alors, tu me dirais,
tu pourrais me dire, oui, mais là, on n'est pas forcément dans un blâme très poussé. Effectivement, c'est un blâme suggéré. Oui, ce que tu disais au départ, Et comme pour l'éloge, c'est-à-dire que ce n'est pas dit explicitement, c'est suggéré au lecteur. c'est suggéré au lecteur. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que très probablement, l'interprétation toujours que je Oui. donne, c'est qu'on est dans une progressivité. Ça serait un peu, alors je me permets un parallèle, mais c'est un peu comme si on avait un récit et qu'il y avait une petite dramatisation tout au long de l'histoire. Bon, là, ici, on n'est pas dans un récit. Non. On n'est pas non plus complètement dans une Mmh. argumentation, mais quand même, les signaux, Mmh. hein, ça serait comme des feux orange, en quelque sorte, hein. Oui Je et fais des puis même, métaphores les visuelles, feux mais tout court, comme voilà. des feux tout court. Mais ma métaphore, elle a presque du Ah bah sens, oui, parce que si tu pars de bien l'éloge et que sûr. tu vas au blâme, bon, je sais que ça fait un peu simpliste, mais feu vert, éloge, feu orange, petite tension entre les deux, et cloup, feu rouge, ça veut dire qu'on est dans le blâme. Et feu Et on rouge, voit bien c'est que très, très le vite. feu qui, détruit la forêt. Exactement, et on se souvient que Hein? Hélène Dorion a écrit un article là-dessus Exactement. et que elle est très inquiète et à juste Oui, titre pour les forêts du Canada. voilà. Donc on voit bien que au fond, la progressivité du recueil Mmh, que nous avons déjà observé, elle renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce mmh, mouvement, cette traversée, cette progression, alors de façon schématique, de l'éloge vers le blâme, et c'est pas oui, pour rien que l'on trouve, troisième section, l'onde du chaos. chaos. Le Mmh, chaos, ça connote quand même possiblement un énorme désordre du monde. mmh, Donc ça veut dire qu'il y a une gradation du propos, une dramatisation, une montée de l'inquiétude mmh, qui est exprimée, mais toujours de façon poétique. mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le blâme? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que finalement cette montée, elle est très flagrante, et je dirais qu'elle implique une sorte de, alors ça c'est un terme sur lequel je voulais qu'on revienne, une Oui. sorte de présence de la poétesse qui va jamais être un engagement au sens où elle serait une poétesse très engagée Mmh, mmh, écologiquement, activiste, etc., et qu'elle exprimerait mmh, cet activisme, mais on sent une présence et je dirais une position sur ces questions. mmh mh, C'est-à-dire que elle va nous inquiéter et nous envoyer des signaux comme si elle souhaitait nous faire réagir, nous mmh, interpeller. C'est comme si elle avait une aiguille. Alors moi qui suis dans les Landes, pour moi sur les aiguilles sont les aiguilles de pin. Mais une aiguille de pin, si ça peut te piquer la oui. peau. Eh bien, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle cherche à nous piquer la peau, à nous réveiller quand elle dit, par exemple, on ne pourra pas toujours tout refaire. Dans ce temps de bile et Ouais. d'éboulis, les forêts tremblent sous nos pas. La nuit Mmh approche. mh, Ce sont des signaux de plus en plus clairs sur le désastre qui mmh, s'annonce. Et nos auditeurs devront sans doute, et ne pourront pas faire sans, mettre en relation ce qu'ils lisent et ce qui est suggestif et tout ce qu'ils peuvent voir à la télévision, sur Internet, mmh, dans les journaux, en ce qui concerne le désastre écologique dans lequel nous sommes. mmh, Sauf que elle n'écrit pas un article, elle n'écrit pas une tribune dans un journal, elle participe pas à une émission de télé sur l'écologie, elle écrit de la poésie, et cette poésie, eh bien, elle nous inquiète, mais si j'osais, délicatement. oui. C'est-à-dire que c'est pas une espèce d'un cri, une interpellation Mmh mh. virulente, l'emploi de mots, tu vois, même pourquoi pas vulgaire, mais on n'est pas Agressive, là-dedans. voilà, c'est tout en finesse, quoi. Mmh. Exactement. Il n'y a pas d'agressivité, mais moi, je lis ce recueil quand même, plus je le lis et plus je me dis: «Oh là là, mais c'est pas terrible tout ça», Mais et c'est vrai qu'après relecture, mais maintes et maintes relectures, notre vision change et je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, on se dit, ces forêts, sont très poétiques, mais il y a ce côté quand même un peu, pas pesant, mais angoissant, crescendo au fur et à mesure. oui, et je peux raconter juste une Oui, anecdote. J'avais écouté Hélène Dorion à la Maison de la oui, Poésie il y a quelques oui. mois, et elle disait: «Il faut pas se tromper. Quand on se balade en forêt», ça vraiment c'est un Mmh truc très mh. important, il faudrait que l'expérience soit faite par les auditeurs, mais quand on se balade en forêt, on n'est pas totalement On n'est serein. pas C'est rassuré, pas oui. l'idée, ouais, on n'est pas rassuré parce qu'il peut y avoir des bestioles, il y a une branche qui peut casser, il y a des bruits qu'on ne comprend pas, qu'on n'est pas capable Oui, auquel on d'analyser, n'est pas et familier, en oui. plus Mmh mh. et oui, et puis si on est un peu d'ici, qu'on soit plutôt en fin de journée, on peut pas forcément être effrayé, mais
inquiétée. Et elle disait, en fait, la forêt c'est pas simplement une vertu d'être rassurée dans un univers. Non, il y a de l'inquiétude parce que c'est un microcosme. Il se passe des choses. Il y a de la vie là-dedans. Et de la vie, c'est pas forcément que des choses super sympas, tout simplement. Un microcosme auquel on n'appartient pas, en fait, aussi. Et voilà. Et qu'on a. Alors là, tu dis la chose essentielle, c'est-à-dire on n'appartient pas à ce microcosme, et en dépit du fait qu'il ne nous appartienne pas, on en fait un peu ce qu'on veut et on l'abîme. Et oui. Et c'est ça qu'elle vient nous dire comme ça. Moi, je me balade, mais finalement, sa célébration, c'est une forme de respect parce que elle a, comme nous tous, une vie relativement courte. Les forêts ont en principe une vie beaucoup plus longue. Elles sont le cœur et le poumon de notre humanité. Donc, on voit bien que tout ça est beaucoup plus complexe que le terme éloge aurait pu nous le laisser penser. Éloge, voilà, c'est super, la forêt, c'est extraordinaire, c'est régénérant, etc., etc. Oui, mais en même temps, il y a quelque chose d'autre, c'est la capacité destructrice de l'être humain. C'est un petit peu cette page ouverte qu'elle laisse au lecteur, ou cette page blanche qu'elle lui laisse remplir aussi, cette réflexion ou cette vision singulière que chacun va avoir du recueil. À la fin, finalement, dans les derniers poèmes, elle nous invite à peser un peu la part d'éloge et de blâme. Après, je pense qu'on va pas détailler plus que cela. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont fournis ici dans cet épisode parce que, me semble-t-il, dans le dernier épisode de la série, tu vas aborder une dissertation, c'est ça, un sujet de dissertation, et tu vas reprendre ces notions d'éloge et blâme, il me semble, non? Exactement, Cécile. Donc je ne vais pas, tu ne vas pas aller plus dans le détail, même si là tu nous as donné et fourni beaucoup de références et d'exemples. Je te dis donc encore merci. Et puis à très vite, surtout pour le dernier épisode, ne le ratez pas, puisqu'on aborde une dissertation, sujet type bac. Merci à tous et à très vite. Merci, et encore Cécile. une fois, merci Anthony.